À la fac, ils le font. Les messages sont venus. À la fac, ils font déjà des partiels en présentiel. Oui, bien entendu, ils font des partiels en présentiel, mais ça reste, j'imagine, sur des petits groupes. De toute façon, si on pourra le faire en présentiel, ben, vous le ferez en présentiel. Donc voilà, il n'y a pas de, d'ambiguïté là-dessus. Dès lors que, ça, si c'est possible, ben, ça se fera en présentiel. OK. Alors, pourquoi ça marche? Merci. Pourquoi ça marche quoi? Je n'ai pas compris votre question. OK, très bien. Alors, est-ce que par rapport au cours dernier, vous avez des questions ou est-ce que je peux poursuivre sur ce qu'on avait là où on en était resté la fois dernière? Alors, je vais bien entendu présenter mon écran. On saura à peu près quand quel prof a été attaché à notre projet. Vous le saurez cette semaine. Donc, cette semaine, je vous communiquerai les noms des profs qui sont en charge de suivre votre projet et de vous évaluer, comme je vous l'ai dit, en fin d'année scolaire. Voilà. Alors, on va donc poursuivre sur l'interpolation polynomiale, sachant que la dernière fois, donc, quand on s'est vu, puisque j'ai revu en fait la dernière vidéo que j'avais enregistrée avec vous, on s'était donc attardé sur l'algorithme d'Aitken et on avait donc expliqué comment cet algorithme-là était implémenté sous forme donc d'une fonction MATLAB à laquelle, bien sûr, tout comme l'interpolation polynomiale classique, on communiquait les points X sur lesquels on voulait évaluer la valeur du polynôme qui passe par les points de colocation dont les abscisses sont stockées dans X, grand X, et les ordonnées dans le tableau grand Y. Alors, vous avez vu que je vous ai envoyé le chapitre 4, et je vous ai rajouté sur ce chapitre-là, je vous ai rajouté deux informations par rapport au tableau dans lequel est illustré l'algorithme d'Aitken, qui vous permet en fin de compte de voir à chaque fois que l'on passe d'une colonne à une autre et d'une ligne à une autre, on fait référence bien sûr à ces deux points extrêmes qui sont eux accessibles via grand X I-J plus 1 et grand X de I. Donc, ces deux informations-là vous permettent de mieux comprendre la fonction Aitken itérative que vous avez ici et vous permet ainsi de pouvoir non seulement la comprendre, mais aussi de l'écrire, de la saisir sous MATLAB et de, bien entendu, la simuler. Voilà. Alors, cet algorithme-là, vous avez bien compris quel était son intérêt, puisqu'en fin de compte, l'intérêt de l'algorithme d'Aitken, c'est de pouvoir recalculer des interpolations. Dès qu'on a un nouveau point, on peut se servir donc des résultats que nous avons calculés avant pour pouvoir calculer une nouvelle interpolation. Est-ce que ce point-là est clair? Quand je dis que l'algorithme d'Aitken présente cet avantage de pouvoir réutiliser des calculs qui ont déjà été faits. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette phrase-là ou pas? Je vous écoute. Oui? Ok, très bien. Alors, bien entendu, l'algorithme d'Aitken, on va également évaluer sa complexité. D'accord? Alors, donc maintenant, vous savez, j'ai pris le temps un petit peu de vous expliquer la notion de complexité. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce que ça veut dire évaluer la complexité de l'algorithme d'Aitken? Voilà.
Quelqu'un peut nous dire un peu de quoi il s'agit quand on utilise ce terme-là? Il s'agit de déterminer le temps de réponse. Il s'agit de déterminer, pas tout à fait le temps de réponse, il s'agit d'estimer le temps vous dites réponse, mais j'imagine que vous pensez à quoi? L'exécution. D'exécution plutôt. Ouais. Voilà, le temps d'exécution, le temps de calcul. Exactement, le temps de calcul. Alors, quand on regarde un petit peu la complexité de calcul de l'algorithme d'Aitken, j'ai noté 7 opérations élémentaires et j'ai mis une flèche sur le calcul du polynôme qui passe par les points x0, y0, x1, y1. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où vient ce résultat que j'ai noté ici? Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça, déjà? 7 OPE, ça signifie quoi? C'est le nombre d'opérations qui va être effectué au niveau de l'algorithme. C'est le nombre d'opérations qui va être effectué à chaque fois que, lorsque je dispose de 2 polynômes et que je veux calculer un polynôme de degré supérieur, je vais à chaque fois faire 7 opérations élémentaires. OPE veut dire opération élémentaire. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire d'où j'ai sorti ce nombre 7? Au niveau de la formule d'Aitken, non? Exactement. C'est exactement ça. Je l'ai produit à partir de la formule d'Aitken. Donc, quand je regarde la formule d'Aitken, je vois que lorsque j'ai 2 polynômes de degré n-1 et que je dois calculer un polynôme de degré n, ben alors je fais combien d'opérations? Ben je calcule, je fais une soustraction, une multiplication, donc ça me fait déjà 2 opérations. Je fais encore une soustraction, une multiplication, donc ça m'en fait 4. Je fais une soustraction ici, ça en fait 5. Je fais une soustraction ici, ça en fait 6. Et enfin, je fais une division, donc j'en ai fait 7. Vous voyez, en soi, c'est pas compliqué d'estimer le nombre d'opérations élémentaires. Il suffit d'identifier tout simplement les opérations que l'on fait. Multiplication, addition, soustraction, division. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que je construis un nouveau polynôme, ben, je vais faire 7 opérations élémentaires. Ici, je vais en faire 7. Là, je vais en faire 7, 7 et 7. Et dès que je passe de nouveau à l'évaluation d'un polynôme de degré supérieur, de nouveau, je vais refaire 7 opérations élémentaires, 7 opérations élémentaires, 7 opérations élémentaires, et je vais continuer ainsi jusqu'à évaluer mon polynôme au point X, passant par les points de colocation qui m'ont été fixés. Donc, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais faire 7 opérations élémentaires sur la première fois que je vais commencer à travailler avec des polynômes de degré, vous l'avez bien compris ici, 1. Je vais en faire 7 n-1 quand je vais travailler sur des polynômes de degré 2, etc., jusqu'au dernier, d'accord, où je vais faire en fin de compte 7 opérations élémentaires. Je vais donc me retrouver avec 7n. Alors, d'où vient le n? Le n, c'est bien entendu le degré de mon polynôme final. Donc, l'exemple, à chaque fois que vous avez, quand vous vous référez à mon cours, il ne faut pas perdre de vue que l'exemple que je vous ai donné ici, c'est l'exemple d'un polynôme de degré 4 qui passe donc par 5 points et que j'évalue en un point x. Donc ici, le n qui est là se réfère bien sûr au degré du polynôme. Donc je vais avoir 7n
7 fois n-1 plus 7 fois n-2, etc., jusqu'au dernier polynôme que j'évalue, d'accord, qui lui va être bien entendu de degré n. Je vais donc me retrouver avec 7n plus 7n-1, etc., jusqu'à 7. Je vais donc me retrouver avec simplement la somme des termes d'une suite arithmétique. Et je vais donc me retrouver avec 7 que multiplie n fois n plus 1 divisé par 2. Et vous voyez bien que j'ai une complexité qui est également, en fin de compte, quadratique, puisque j'ai du n au carré qui apparaît dans le nombre total d'opérations lorsqu'on utilise l'algorithme d'Aitken. Alors, bien entendu, on peut très bien dire, ouais, mais tout compte fait, qu'est-ce que je gagne à utiliser l'algorithme d'Aitken plutôt que la méthode de Lagrange? En termes de complexité, on ne gagne rien, puisqu'en fin de compte, on a toujours une complexité en n carré. La seule chose que l'on gagne, comme je vous l'ai expliqué, c'est qu'avec l'algorithme d'Aitken, il est utile quand, par exemple, on a fait un calcul d'interpolation et qu'on doit reprendre cette interpolation parce qu'on nous a rajouté un nouveau point. Et dans ce cas-là, l'algorithme d'Aitken présente l'avantage de pouvoir utiliser les calculs précédents. OK? Alors, on va aborder maintenant une autre façon de calculer, d'appliquer l'algorithme d'Aitken. Alors, c'est quelque chose que j'ai voulu, c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu difficile à digérer par les étudiants, mais j'ai quand même voulu maintenir ce point-là dans le cours parce qu'il me semble super important. Alors, cette nouvelle façon d'aborder l'algorithme d'Aitken est ce que l'on appelle une fonction récursive. Voilà. Donc, j'ai voulu garder ce point-là dans le cours parce qu'il me semble que c'est super important que de futurs ingénieurs puissent comprendre le principe de la récursivité. Est-ce que lorsqu'on vous parle de fonctions récursives, c'est quelque chose qui est clair dans votre esprit, c'est quelque chose qui a une signification précise, ou c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler? Je vous écoute. Dites-moi un peu comment vous appréhendez cette notion de récursivité. Il va falloir que la fonction s'appelle elle-même à chaque fois qu'elle va effectuer un nouveau calcul. Alors, effectivement, le point remarquable d'une fonction récursive, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. C'est-à-dire que à l'intérieur de la fonction, à un moment donné, il va y avoir un appel à la fonction elle-même. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple très simple de fonction récursive que vous avez étudié dans votre passé d'étudiant en classe prépa? Les calculs factoriels. Exactement. Le calcul factoriel, puisqu'en fin de compte, quand je calcule le factoriel d'un nombre n, ça revient à calculer n fois le factoriel du nombre n-1. Et qui a son cours. Aussi. Oui. Il y a la puissance n aussi, non? Pour un n. Je ne sais pas si ça marche. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne sais pas. Dans les arguments, on peut prendre un chiffre quelconque, du 2 par exemple, on met 2 puissance n. On doit le calculer à la fin. À la puissance n, vous pouvez très bien imaginer que c'est 2 fois 2 à la puissance n-1, qui à son tour, c'est 2 fois 2 à la puissance n-2. Effectivement, ouais. on peut effectivement aussi le mettre sous forme d'une fonction récursive. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous faites de la récursivité,
Et est-ce que quelqu'un pourrait me dire d'ailleurs ça? Quel est le point critique pour que lorsque j'implémente une fonction récursive, je ne me retrouve pas en fin de compte avec une fonction qui ne va jamais se terminer, puisqu'elle s'appelle elle-même. Il faut fixer des conditions de sortie. Exactement. Bravo. Et c'est exactement ça le point le plus important. Il faut fixer la condition de sortie et il faut s'assurer de quoi? Que cette condition de sortie va être un moment atteinte. Sinon, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec une fonction qui s'appelle elle-même et qui ne finit plus jamais de s'appeler. Donc, du coup, ça veut dire qu'on a un programme qui ne se termine jamais. D'accord? Alors, la notion de récursivité, elle est super importante parce qu'elle permet d'implémenter des opérations très complexes et notamment des opérations où il faut faire de l'exploration. Mais par contre, il faut faire très attention lorsqu'on implémente ce type de fonction, de s'assurer que, comme vous venez de le dire, il y a bien un point de sortie et que cette condition de sortie va finir par être atteinte. D'accord? OK. Alors maintenant, voyons un petit peu, avec l'algorithme Aitken, comment est-ce qu'on pourrait l'implémenter sous forme d'une fonction récursive. Alors, qu'est-ce qu'on a vu avec l'algorithme Aitken? On a vu que lorsque je dois calculer la valeur d'un polynôme de degré n, c'est-à-dire passant par n plus 1 point, je peux le faire en utilisant un polynôme de degré n-1 et un autre polynôme de degré n-1. Chacun de ces polynômes ont bien sûr une partie des points qui sont en commun et sont de degré n-1. Donc la formule que vous avez ici, pour n supérieur ou égal à 1, le polynôme de degré n en x, je le calcule en prenant l'abscisse grand X n plus 1 moins le point x où j'évalue mon polynôme, multiplié par la valeur de mon polynôme de degré n-1 qui commence en 1, qui se termine en n en x, moins l'extrémité gauche, c'est-à-dire le point d'abscisse grand x1 moins x du polynôme de degré n-1 qui commence en 2 et se termine en n plus 1. Le tout divisé par la différence des deux abscisses. Donc ça, c'est la relation générale d'Aitken. Et qu'est-ce qui se passe pour cette relation? On constate que lorsque n égale à 0, alors le polynôme de degré 0, donc qui passe par un point, n'est rien d'autre égal qu'à l'ordonnée du point. D'accord? Donc, c'est à partir, en fin de compte, de ces deux formules qu'on va pouvoir implémenter la fonction récursive. Alors, avec avec un peu l'expérience, on va dire, que j'ai, à chaque fois que j'ai voulu un peu introduire cette fonction récursive, si je le faisais directement à partir du code MATLAB, ça pose quelques petits soucis de compréhension. Donc, l'idée, c'est, avant d'aborder la fonction à proprement dit de MATLAB, on va un petit peu illustrer le principe au travers d'un schéma. Donc, ici, vous avez donc un schéma de la fonction récursive où il s'agit au fait d'évaluer un polynôme en un point x et ce polynôme, il est de degré 3. Voilà, donc je donne un exemple d'un polynôme de degré 3. Vous avez bien compris pourquoi, parce que si je prends un grand degré ici, il m'aurait fallu 3 pages pour décrire ce qu'on appelle ici un arbre binaire. Alors, comment ça marche? Donc, au début, voilà, ce que je veux, c'est évaluer un polynôme de degré 3
qui passe donc par 4 points, en un point X. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour pouvoir calculer ce polynôme, ben, je vais me servir de deux polynômes. Je vais me servir du polynôme Q indice 2, qui est donc de degré 2, et du polynôme R indice 2, qui est donc de degré 2, lui aussi. Et vous voyez bien que je vais prendre Q2 sur les 3 derniers points et je vais prendre R2 sur les 3 premiers points. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dire, voilà, je vais également appliquer la même idée au polynôme Q2. Le polynôme Q2, je vais à son tour lui aussi le décomposer sur la base d'un polynôme Q1 et d'un polynôme R1. Et enfin, le polynôme Q1, je vais à son tour le décomposer avec un polynôme Q0 et sur un autre polynôme R0. Et je vais faire pareil du côté du polynôme R1. D'accord? Donc voilà un peu l'idée de la fonction récursive. C'est en fin de compte d'appliquer la décomposition à chaque polynôme jusqu'à arriver à quoi? Jusqu'à arriver à la condition finale où je n'ai plus à faire qu'un polynôme de degré 0. D'accord? Donc, si on regarde un petit peu l'algorithme, comment il débute, bien entendu, comme n'importe quel autre algorithme d'interpolation polynomiale auquel on donne le point petit x sur lequel on veut évaluer le polynôme et les points d'interpolation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à l'intérieur d'une fonction et la première des choses que l'on fait, c'est qu'on va rappeler la fonction avec le polynôme, avec la construction d'un polynôme Q qui est de degré inférieur à celui avec lequel j'ai appelé la fonction. Donc, si vous regardez ici, quand j'ai appelé cette fonction-là la première fois, d'accord, j'ai ici le degré de mon polynôme n. D'accord? Donc, je vais rentrer à l'intérieur de cette fonction et je vais la rappeler avec cette fois-ci, toujours bien sûr, le point x où je veux évaluer mon polynôme, mais cette fois-ci avec des points de colocation dont la dimension a diminué de 1. Exactement comme sur le schéma que vous avez là. Donc, je regarde ce schéma-ci. Au départ, j'ai 4 points de colocation. Je rappelle ma fonction avec 3 points de colocation, qui de nouveau est rappelé avec 2 points de colocation, qui de nouveau est appelé avec un seul point de colocation. Et quand j'arrive à ce dernier point de colocation, ben, ça veut dire que je satisfais la condition n égale à 0. Si n égale à 0, ben, ça veut dire que le polynôme d'interpolation de degré 0 au point x, ben, je sais le calculer, puisqu'en fin de compte, il ne vaut que l'ordonnée du point x. C'est la condition que vous avez ici. If n is equal to 0, si n égale à 0, alors y égale à y1. Si ce n'est pas le cas, si je ne suis pas au degré 0, je suis à un degré supérieur, alors je continue ma décomposition. Alors, il faut bien maintenant comprendre quelque chose. Ce que je vous ai mis là dans ce schéma, les flèches que vous avez ici, c'est pour vous montrer comment, à chaque fois, un polynôme se décompose en calcul de 2 polynômes. Mais ce n'est pas l'ordre dans lequel les calculs se font. Alors, comment se font l'ordre des calculs? Je vais un peu mieux vous illustrer ça toujours sur ce schéma pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne cette récursivité. Donc, je vais prendre
la couleur rouge. Alors ici, vous voyez que au départ, je rentre avec ma fonction, je rentre dans ma fonction avec 4 points de colocation, je me retrouve ici avec 3 points, je vais la rappeler avec 2 points, et je vais en fin de compte la rappeler avec 1 point. Dès que je l'ai appelée avec ce point-là, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire que là, au fait, je suis arrivé à n égale à 0, et donc je sais calculer ce polynôme. Donc, comme je sais calculer ce polynôme, je vais par la suite calculer celui d'après, le R. Lui aussi, je vais le calculer sur un seul point. Et comme maintenant, je l'ai calculé lui sur un seul point et lui sur un seul point, ben, je vais en fin de compte pouvoir calculer celui-ci qui, lui, est sur 2 points. Quand j'ai calculé celui-ci sur 2 points, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir aller et calculer maintenant le R, lui, sur 2 points. Pour pouvoir le faire, lui, sur 2 points, j'ai besoin de faire celui-ci sur 1 point, qui à son tour, lorsqu'il est terminé d'être calculé, je calcule le polynôme R, et je remonte en fin de compte ici pour calculer ce polynôme-là de degré 1. Alors, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai calculé ce polynôme de degré 1, alors que celui-ci a été calculé, je peux en fin de compte remonter et calculer ce polynôme-ci de degré 2. Quand lui est calculé, ce polynôme de degré 2, ben, qu'est-ce que je fais? Hop, je passe au calcul du polynôme R. Pour passer au calcul du polynôme R sur 3 points, ben, je fais d'abord un appel avec 2 points, et ensuite je fais un appel avec 1 point et 1 point. Et comme c'est des points finaux, donc le calcul il se fait ici, ensuite ici, ensuite on remonte ici, et je refais, hop, un nouveau calcul là sur ces 2 points. Donc je redescends ici, je calcule celui-ci, je passe de nouveau à celui-ci, je remonte là, voilà. Et maintenant que j'ai ces calculs-là qui sont faits, ben je peux en fin de compte remonter à celui-ci. Et comme maintenant celui-ci et celui-ci sont faits, je peux en fin de compte remonter au calcul de mon polynôme final. Alors, comment se traduit au fait ces appels-là? Vous voyez bien que quand on rentre dans la fonction ici, à chaque fois, j'appelle le polynôme Q, et ce polynôme Q, il est appelle la fonction jusqu'à obtenir un polynôme de degré 0. Dès que le polynôme que je calculais de degré 0, ben, ma fonction est terminée. Ça veut dire quoi que ma fonction est terminée? Ça veut dire qu'elle va continuer ici. Et comme ici, je vais appeler R avec un polynôme aussi de degré 0, donc elle va se terminer. Et en fin de compte, je vais venir ici pour terminer mon calcul. Alors, pour bien comprendre en fait comment se fait l'évolution de l'exécution temporelle, il faut que vous suiviez les flèches rouges que je vous ai indiquées sur ce schéma. Voilà. Alors, ce n'est pas toujours évident de comprendre la récursivité, mais je vous invite, hein, c'est pas, je ne vous oblige pas bien entendu à le faire, mais pour celles et ceux qui ont envie de bien approfondir ce concept de récursivité, je vous invite de bien comprendre ce schéma que je vous ai mis ici et, bien entendu, d'implémenter cette fonction-là avec MATLAB pour comprendre le principe des différents appels qui se font à l'intérieur d'une même fonction. Voilà. Alors maintenant, on va passer un peu plus de temps si vous voulez, et je vais essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette forme de calcul de l'algorithme Edkey, qui est une forme récursive?
Pas de questions? Est-ce que déjà vous avez compris le schéma que j'ai fait ici? Le schéma que j'ai fait ici, il est très explicite puisque vous retrouvez à chaque fois la décomposition d'Aitken. Quand j'ai un polynôme, je prends toujours les 3 premiers et les 3 derniers. Quand j'ai 4 points, je prends toujours les 2 derniers, les 2 premiers quand j'ai 3 points. Et pareil quand j'ai 2 points. Ça, c'est déjà le premier principe que vous devez comprendre. Une fois que vous avez compris ça, il faut comprendre qu'à chaque fois que je calcule un polynôme, je le décompose en 2. Tout simplement. Quand j'ai un polynôme au départ P, je le décompose en Q et R. Et chacun de ces polynômes Q et R, je les décompose à leur tour en Q et en R. D'accord? Et à chaque fois ici, je vous ai indiqué, en fin de compte, le degré de polynôme sur lequel je travaille. D'accord? Et vous voyez que lorsqu'on arrive au degré 0, à chaque fois qu'on arrive au degré 0, ça veut dire que je suis arrivé sur cette partie-là de la fonction si n égale à 0. Vous n'avez pas de questions? Non, monsieur. Ah, après, je ne cache pas, ça, c'est galère, pas du tout intuitif. Je pose sur les tours de Hanoï en récursif, c'est juste, Ok, c'est de l'application mathématique en info. La récursivité a été entendue en cours d'informatique. Après, il faut voir l'application mathématique. Ouais. Alors, malheureusement, ça ne fait pas partie de mes cours en mathématiques, mais je prendrai peut-être un jour le temps de vous montrer quelques fonctions récursives qu'on peut utiliser notamment pour faire de l'exploration en robotique ou pour faire de la génération de formes. Et vous pouvez vous rendre compte jusqu'à quel point, en fin de compte, cette approche récursive est une chose qui est très, très, très puissante en termes de fonctionnalité. Alors, bien entendu, il faut la récursivité, le seul moyen de l'appréhender, c'est de la travailler de votre côté. D'accord. Vous pouvez toujours travailler sur l'exemple très simple de la fonction que vous avez tous connue et qu'on vous a introduit, j'imagine, à chaque fois qu'on vous a parlé de récursivité, et qui est bien entendu la fonction factorielle. D'accord? La fonction factorielle, f de n, factorielle de n, ce n'est rien d'autre que n que multiplie le factoriel de n-1. Voilà. Jusqu'à arriver à quoi? Jusqu'à arriver à 0. Et par définition, le factoriel de 0, il vaut combien? Par convention, on va dire. Il vaut tout simplement 1. D'accord? Donc, la fonction factorielle, c'est la plus simple fonction qu'on peut implémenter sous forme de récursivité. Vous voyez qu'à chaque fois, je vais appeler la même fonction en lui donnant un argument dont j'ai retiré 1. Et bien entendu, il va y avoir la condition d'arrêt qu'il va falloir mettre en place, c'est if n égale à 1 ou 0, d'accord? Alors, dans ce cas-là, vous avez tout simplement y, si on dit que y égale à f de n, y égale à 1. Sinon, je rappelle ma fonction avec
n moins 1. Donc, dès lors que vous implémentez votre fonction avec cette condition d'arrêt, vous pouvez d'ailleurs le faire, faites-le sur MATLAB, dites-moi ce que vous avez obtenu. Si vous avez des soucis, je vous dirai où sont vos problèmes. Et ça vous permettra un petit peu déjà de mieux comprendre comment fonctionne le factoriel, la récursivité qu'on implémente sous forme d'une fonction. Voilà. Donc ici, vous reprenez bien sûr cette fonction-ci et vous verrez que cette fonction-là ne fait rien d'autre que le cheminement que vous avez ici. Voilà. Et ça vous permettra, à l'aide de ce schéma que vous avez là, ça vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne cette fonction récursive, dans laquelle vous avez bien entendu reconnu le R, le Q et le R. Et quand j'ai donc ces deux polynômes-là, j'arrive à calculer la valeur de mon polynôme de degré supérieur à ces deux-ci. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y en a qui se disent, ouais, mais est-ce qu'on risque d'avoir ça à l'examen, au partiel? Je dirais que rien ne m'empêche de mettre au partiel un exercice qui peut toujours être un exercice bonus, d'accord, et qui pourrait éventuellement être un peu d'une complexité de la récursivité. Pourquoi pas? Voilà. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais donc poursuivre sur le cours. Et on va maintenant calculer l'erreur que l'on produit lorsqu'au fait, j'ai une fonction et qu'on l'approxime. Donc, j'ai une fonction ici. Voilà. Et on va donc approximer cette fonction-ci par un polynôme. Voilà. Par un polynôme qui passe par certains points de colocation qu'on a pris sur cette fonction-là. Voilà. Donc, soit f, une fonction définie sur un intervalle AB. Donc, je m'intéresse à une fonction définie sur un intervalle AB. Voilà. Et on suppose que cette fonction est n plus 1 fois dérivable. Et qu'au fait, la n plus unième dérivée en valeur absolue reste inférieure à une constante n. Donc, si on désigne par P indice n le polynôme d'interpolation qui passe par les points x indice 0, x indice 1, etc., jusqu'à x indice n de AB, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris ici n plus 1 point, d'accord? Alors, on a pour tout x appartenant à AB, f de x moins le polynôme de degré n au point x, la différence entre ces deux valeurs en valeur absolue reste inférieure ou égale à ce majorant grand M divisé par n plus 1 factoriel que multiplie x moins x0, x moins x1, x moins xn. Donc ça, c'est un théorème qui est important parce qu'au fait, il nous permet tout simplement de dire, voilà, si j'approxime une fonction par un polynôme, d'accord? Donc, j'approxime une fonction par un polynôme, quelle erreur je commets lorsque j'approxime cette fonction-là par un polynôme? Donc, grâce à ce théorème, si j'approxime une fonction f par un polynôme p,
ben, je peux connaître l'erreur que je commets en un point X, d'accord, qui appartient à l'intervalle dans lequel j'ai pris mes points, dans lequel j'ai pris les abscisses de mes points de colocation. Ça veut dire que je suis capable de dire, je suis capable de donner, de quantifier l'erreur que je commets lorsque j'approxime une fonction f par un polynôme p. Monsieur, Oui? là, je veux bien comprendre, mais lorsqu'il s'agit d'une fonction qui diverge vers plus ou moins l'infini, comment on fait dans ce cas-là? Parce que là, il n'est pas question de numérant ou de majorant. Oui, oui, mais attention, on a bien dit que d'abord, je me focalise sur un intervalle. Ah ouais, d'accord. Ah, Et je suppose en plus que la dérivée n plus unième, la n plus unième dérivée de ma fonction est bornée. borné, ouais. Ah, d'accord. Voilà, Ouais, effectivement. voilà, ça c'est important. Donc si ces conditions-là sont vérifiées, alors je peux faire une estimation de mon erreur. Alors si on regarde, regardons un petit exemple. Imaginons que, par exemple, imaginons que j'ai la fonction ln de x, logarithme népérien de x. Voilà. Et je veux donc calculer, par exemple, je veux estimer le logarithme népérien, voilà, on va le prendre ici, je veux calculer le logarithme népérien d'un réel qui est compris entre 529 et 530. Par exemple, 529,62. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au fait, je vais approximer ce calcul-là, par celui d'un polynôme. Par celui d'un polynôme de quel degré? Puisque ici, je vais travailler sur combien de points? 3 points, monsieur. Non? 2 points, pardon. Voilà. Ici, j'ai 2 points. D'accord? Donc, imaginons que je vais approximer le ln de 529,62 par le polynôme qui passe par ces 2 points, c'est-à-dire 529, ln de 529, 530, ln de 530. Voilà, et que je veux utiliser ce polynôme d'interpolation pour faire une estimation de 529,62, alors la question que je me pose, c'est quelle est l'erreur que je commets? Quelle est l'erreur que je commets entre la vraie valeur, c'est-à-dire ln de 529,62, et son approximation par un polynôme de degré A? D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser mon théorème. Mon théorème me dit, voilà, la différence entre le logarithme népérien du point X avec le polynôme d'interpolation au point X, donc ici, le X en question, c'est 529,62. Voilà, cette différence, cet écart, il est inférieur ou égal à quoi? À grand M divisé par 1 plus 1 factoriel de quoi? De 529,62 moins 529 et tu multiplies 529,62 moins 530. Donc, ça veut dire qu'au fait, ici, je ne fais qu'appliquer le théorème. Ce M-là, comment je vais le trouver? Ce M-là, il va falloir que déjà je m'intéresse à... Donc déjà ici, comme je fais une approximation pour un polynôme de degré 1, donc ça veut dire que je vais m'intéresser à la dérivée seconde de ma fonction ln. Et je vais lui trouver un majorant sur l'intervalle AB. Ici, l'intervalle AB en question, c'est l'intervalle 529-530. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La première des choses que je vais faire, c'est que je vais d'abord calculer la dérivée seconde de ma fonction.
Donc, la dérivée de ln, c'est quoi? C'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc ça, voilà, j'ai ma dérivée seconde ici. Et je vais prendre le maximum de ma dérivée seconde sur l'intervalle 529-530. Alors, bien entendu, moins 1 sur x au carré en valeur absolue, ben, ça veut dire que j'ai affaire à 1 sur x au carré. Et 1 sur x au carré, ben, il est maximum en 529. J'ai donc le grand M qui est ici, qui vaut 1 sur 529 au carré. Le 1 plus 1. Le 1 plus 1 ici, ben, il découle tout simplement du théorème, puisque polynôme de degré n, n plus 1 factoriel. Polynôme de degré 1, 1 plus 1 factoriel. Et en fin de compte, qu'est-ce que je retrouve ici? Ben, je retrouve mes abscisses de colocation que je soustrais de mon point X. Donc ici, j'en ai deux, le 529 et 530, que je soustrais du point que j'approxime par un polynôme. En fin de compte, je fais tout le calcul, et qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens que l'approximation de ln de 529,62 par un polynôme, d'accord, ben, restera inférieur ou égal à 5,32 que multiplie 10 puissance moins 7. Voilà, l'erreur 4,10 puissance 7. Donc, en fin de compte, alors ça, il faut que je revoie, il y a peut-être un petit souci. Donc, en fin de compte, l'erreur que je vais commettre quand je vais approximer mon logarithme népérien, 529,62 par un polynôme de degré 1, ben cette erreur-là n'excédera pas 5,32 que multiplie 10 puissance 67. 10 puissance moins 7. Je suis en train de voir juste d'où vient l'erreur qu'il y a entre... Ah oui, d'accord. Ça, c'est parce qu'au fait, ça, voilà, ça, c'est le résultat donc de notre... que nous donne notre théorème. Notre théorème nous donne ça. Voilà. Et quand on fait le calcul, c'est-à-dire que quand je calcule le polynôme de degré 1, donc y égale à x plus b qui passe par ces deux points de colocation, et que je l'évalue en 529,62 et que je lui soustrais le vrai logarithme népérien de 529,62, voilà, je trouve 4,2 10 puissance moins 7, qui est donc bien inférieur à la valeur, à la borne qui nous est donnée ici par le théorème. Ici, hein, vous comprenez bien, c'est un inférieur ou égal, alors qu'ici, c'est lorsqu'on a fait vraiment le calcul. OK? C'est clair là, cette petite application pour tout le monde? Ouais, ça va. C'est clair. OK. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on va un petit peu résumer parce qu'il va falloir... Monsieur, Oui, je vous écoute. ça sert à quoi ce qu'on vient de faire? Là, maintenant? Oui, le calcul là. Là, le calcul qu'on a fait, c'est pour tout simplement vous montrer que lorsque je substitue à une fonction un polynôme, je suis capable de majorer l'erreur que je commets. Ok. Voilà. Alors, Donc c'est à ça que sert le théorème, du coup, à majorer l'erreur. Exactement. Le théorème nous dit, voilà, vous pouvez remplacer une fonction par un polynôme, mais vous avez bien entendu la possibilité d'estimer l'erreur que vous commettez.
Donc, Ok. et du coup, dans quelle situation ça peut être utile de Alors, connaître l'erreur majorée? parce que tout simplement, on peut par exemple se retrouver avec, imaginons que par exemple vous avez une fonction que vous ne pouvez pas tout simplement intégrer parce que vous ne connaissez pas sa primitive, d'accord? Et que vous remplacez cette fonction-là par un polynôme. Donc, quand vous remplacez une fonction par un polynôme, ça veut dire que vous commettez une erreur. Et par conséquent, lorsque vous allez utiliser ce polynôme à la place de cette fonction, ben vous êtes capable de dire l'erreur que vous commettez. Ok. Voilà, c'est tout. L'idée, c'est de dire, voilà, si je remplace quelque chose par autre chose, quelle est l'incidence? Ok, ok. Merci. Monsieur, Oui, le majorant, dans ce cas-là, il est donné puisque vous avez dit soit M, je crois que vous avez dit soit M égale à une certaine valeur. C'est-à-dire que le majorant, il est donné dans les hypothèses. le majorant, c'est le max de Oui, la... je sais, monsieur, mais Oui. il est donné dans les hypothèses. On Ben, n'a pas à le calculer ou. le majorant, normalement, vous devez le calculer. Et si vous êtes amené à le calculer, c'est parce que on s'est assuré avant que la dérivée n plus unième, d'une manière ou d'une autre, vous allez pouvoir la borner. Ok, Est-ce que vous d'accord. pouvez me donner l'exemple de fonction qui reste bornée quel que soit l'ordre de sa dérivée? Donc, de toute façon, calculer le majorant, c'est pas un problème. Ok, merci, monsieur. Dites-moi, quelle fonction, et quelle est une fonction qui est très classique, quel que soit l'ordre de sa dérivée, elle reste bornée. 1 sur n. 1 sur n. Enfin, valeur absolue de 1 sur n, non? Qui reste bornée, c'est-à-dire que dont je suis certain. Fonction cos, fonction sinus. Exactement. Je prends donc une fonction trigonométrique comme Pardon. cosinus ou sinus, d'accord? Sa dérivée énième restera toujours bornée. Par quoi? Par 0 et puis et 2 pi. Par 1. Oh, Quelle est la dérivée de cosinus? moins sinus, Et quelle est la dérivée de moins sinus? moins cosinus. Et donc, vous voyez bien que à chaque fois que vous dérivez l'un, vous tombez sur l'autre, à un signe près. Hum. Donc, ça veut dire que cosinus et sinus, qui eux sont bornés par 1, leur dérivée énième restera bornée. Ah ouais, ouais. Voilà, tout simplement. Mais vous pouvez aussi, rien ne vous empêche de pouvoir tracer une fonction quelconque, la dérivée n plus unième de cette fonction quelconque sur un intervalle, et de pouvoir vérifier en quel point elle est maximum. Hum. Et dans ce cas-là, ça constituera un majorant. OK? Ok. Très bien. Alors, donc on a vu jusqu'à présent interpolation polynomiale, méthode de Lagrange, interpolation polynomiale, algorithme d'Aitken, version itérative, version récursive. Quelle erreur je commets lorsque j'interpole, lorsque j'approxime une fonction par un polynôme. Et on va également discuter d'un petit point qui lui est important et qui nous permettra également de faire un petit peu de MATLAB. Voilà. Alors, ce que je vous demande, d'ailleurs, on va peut-être le faire un peu sous forme d'un exercice. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, tous activer votre MATLAB pour celles et ceux qui ont bien voulu ouvrir un compte et qui ont bien voulu s'exercer. Voilà, vous lancez MATLAB online. Voilà.
Voilà. Et ce que je vous demande de faire, et j'espère que vous en êtes tous capables, c'est de me tracer la fonction f de x égale à 1 sur 1 plus x2, d'accord, sur l'intervalle moins 5, 5, avec un pas de 0,1. Voilà. Je veux juste savoir, est-ce que vous êtes tous capables de me définir un ensemble de points d'abscisse et de me tracer une fonction, c'est-à-dire de me fournir un graphe. Donc, je vous demande de bien vouloir essayer de faire ça. J'arrive dans 10 fois. Allez, masse mon pied. Moi. Ouais, les gars, le coup est venu là ou quoi? C'est bon? C'est fait? Donc, tout le monde a réussi avec MATLAB à tracer cette fonction? Oui ou non? Qui a encore un peu de mal avec ça? Qui ne sait pas encore utiliser MATLAB pour tracer une fonction? Est-ce qu'il y a encore des… Oui. Oui? C'est bon pour tout le monde, donc c'est pas très compliqué. Non, on ne sait pas, on sait pas. Bon, alors, vous ne savez pas, on va le faire. Je vous ai demandé de faire quoi? De définir un ensemble de points d'abscisse avec un pas de 0,1. Donc, je vous ai dit, ça, on l'a fait plusieurs fois, c'est pas compliqué, c'est que x va être égal à moins 5 par pas de 0,1 jusqu'à 5. Donc voilà, là j'ai défini
sont un point d'abscisse à partir desquels je vais calculer ma fonction. Donc ici, ma fonction, c'est quoi? C'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que je vais tout simplement... Alors, j'ai plusieurs façons de le faire. Je peux calculer les ordonnées de cette façon-là, en me disant, voilà, y va être égal à 1 divisé par 1 plus x au carré. Et là, je vais donc calculer toutes les ordonnées. Après, je n'ai plus qu'à afficher donc, ces points-là, plot xy. Voilà, vous allez comprendre pourquoi je vous ai demandé de faire ça. Voilà, donc là, j'ai ma fonction f de x égale à 1 sur 1 plus x2 que j'ai visualisé tout simplement sur l'intervalle moins 5, 5. Alors, imaginons que maintenant, je prélève des points sur cette fonction. Voilà. Je veux prélever des points sur cette fonction et à partir de ces points-là, je vais construire un polynôme d'interpolation. D'accord? Alors, la première des choses que l'on va faire, c'est qu'au fait, on va se dire, voilà, on va construire des polynômes de degré n avec un n variable. Donc, la première des choses que l'on va se dire, on va se dire, voilà, ce que j'ai envie de faire, c'est d'abord de construire un polynôme qui approxime cette fonction avec, on va dire, 6 points. C'est-à-dire qu'au fait, 6 points, ça veut dire que je vais prendre un polynôme de degré 5. Je vais ensuite m'intéresser à un autre polynôme qui, lui, va être construit sur 11 points, ce qui va donc, il va donc être, lui, de degré n égale à 10. Et enfin, je vais prendre un dernier polynôme qui, lui, va être calculé sur la base de 21 points. Et on a donc, normalement, un polynôme avec un degré de plus en plus élevé. Ça signifierait donc qu'un polynôme avec un degré de plus en plus élevé, c'est un polynôme qui va approximer de mieux en mieux ma fonction. Et on va donc faire apparaître un effet qu'on appelle l'effet de Runge, et c'est quelque chose qu'on verra par la suite. Alors, donc la première des choses maintenant que l'on va faire, c'est construire un premier polynôme qui passe par 6 points de cette fonction. D'accord? Donc, si je veux construire un polynôme qui passe par 6 points de cette fonction, ben, ça veut dire que tout simplement, il va falloir que je les prenne de manière à ce qu'ils soient répartis sur l'ensemble de l'intervalle moins 5, 5. Je vais donc pouvoir faire ça, bien sûr, avec MATLAB et utiliser notre fameuse fonction interpole-Lagrange pour, bien entendu, calculer et afficher ce polynôme-là. D'accord? Alors, donc maintenant, la première des choses que l'on va faire, bien sûr, avec MATLAB, c'est de construire notre polynôme de degré égal à 5. D'accord? Donc, ça veut dire que si je dois construire un polynôme de degré égal à 5, ça veut dire que je dois je dois calculer 6 points de colocation. Donc, déjà, on va fixer ici n. Donc, on va dire, voilà, n égale à 5. C'est le degré de notre polynôme. Voilà. Et je vais donc créer des points d'abscisse. Donc, je vais mettre grand X égale à moins 5 par pas de combien? Je vais regarder ici. Par pas de 10 sur n. Donc, par pas de 10 sur n. 10 divisé
par n jusqu'à 5. Jusqu'à 5. Donc, si j'ai pris n égale à 5, ben, je devrais normalement avoir 6 points. Donc, je vais avoir moins 5, moins 3, moins 1, 1, 3 et 5. Et je vais bien sûr calculer les ordonnées de ces points-là en utilisant bien sûr ma fonction, puisque ce sont des points de ma fonction, des points de colocation. Donc ici, je vais avoir grand Y égale à 1 divisé par 1 plus grand X point. Donc voilà, maintenant, j'ai mes points de colocation, grand X et grand Y. J'ai déjà défini auparavant mes points d'abscisse. Il ne me reste plus qu'à conserver le graphe que j'ai actuellement. Donc, de faire ici un hold-on. Et de faire un affichage, donc plot X, virgule, interpole Lagrange, voilà, interpole Lagrange, que je vais calculer sur mes points d'abscisse petit x à partir des points de colocation grand X, grand Y. Donc là, voilà, j'ai ma fonction ici en bleu et j'ai ici en rouge mon polynôme qui approxime cette fonction. Vous reconnaissez bien sûr que 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici, qui sont donc les points de colocation. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit, au fait, l'approximation n'est pas terrible. On aimerait bien augmenter le nombre de points d'interpolation. Hein, voilà un peu le constat que l'on pourrait faire. Donc, ça veut dire que si je veux augmenter le nombre de points d'interpolation, donc il va falloir que j'augmente le degré de mon polynôme. Donc, cette fois-ci, ce que je vais faire, je vais prendre, au lieu de prendre un polynôme de degré 5, ben, je vais prendre un polynôme de degré 10. Donc, si je prends un polynôme de degré 10, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement régénérer mes points de colocation. Ben, déjà, je vais changer la valeur du degré de mon polynôme. Cette fois-ci, je vais le mettre égal à 10. Et je vais cette fois-ci régénérer mes abscisses de colocation. Ici, x égale à 5, à moins 5 par pas de 10 sur n jusqu'à 5. Voilà. Et je vais donc régénérer les ordonnées. Je vais régénérer les ordonnées ici. Je mets un point-virgule pour éviter l'affichage. Et je vais, bien entendu, reconstruire cette fois-ci un nouveau polynôme d'interpolation que je vais superposer à celui qui existe déjà. Voilà. Et donc, vous reconnaissez ici le polynôme de degré 10 qui, lui, bien entendu, il épouse bien la forme de la courbe tant qu'on est à l'intérieur de la courbe. Hein, c'est le polynôme jaune que vous avez là. D'accord? Et vous voyez que dès qu'on se rapproche ici des extrémités de notre intervalle, on a notre polynôme qui, lui, se décolle complètement de la courbe que l'on cherche à approximer et qui est donc la courbe bleue que l'on voit ici sur ce. Voilà. C'était tout simplement pour mettre un petit peu en évidence ce qu'on appelle l'effet Runge. C'est-à-dire que si maintenant
on augmente le degré de notre polynôme, c'est-à-dire qu'on prend plus de points de colocation, là, vous allez voir l'effet. Donc, cette fois-ci, on va prendre un polynôme de degré 20. On va prendre cette fois-ci n égale à 20. Voilà. Donc, si je prends n égale à 20 et que je calcule de nouveau mes points d'abscisse, ainsi que leurs coordonnées. Voilà. Voilà, maintenant, si j'affiche ce polynôme-là, vous allez tous pouvoir maintenant interpréter ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que je ne vois plus grand-chose? Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer? Parce que les bornes, elles sont plus grandes. Parce que quoi? Les bornes, elles sont plus grandes, monsieur. Parce que sur les extrémités, ici, j'ai le polynôme de degré 20 qui a des amplitudes tellement élevées que celles de ma courbe et des polynômes précédents, étant donné que c'est quelque chose qui est mis à l'échelle ici, elles sont complètement aplaties. D'accord? Donc, ça veut dire que plus, donc c'est là qu'on va, on va un petit peu, voilà, ce que vous allez retrouver bien sûr dans le cours, c'est ce que je viens tout simplement de vous illustrer. Vous avez ce qu'on appelle l'effet Runge, c'est-à-dire qu'on constate, alors on constate quoi? On constate que la courbe représentative du polynôme de degré 10 est plus proche de celle de f, là c'est le degré 10, sauf aux extrémités. Donc, vous voyez qu'aux extrémités, en fait, j'ai mon polynôme qui se détache, lui, de ma courbe. Et bien entendu, cet effet, il est encore beaucoup plus accentué lorsque j'augmente le degré de mon polynôme. Vous voyez ici, hop, j'augmente le degré ici de mon polynôme. Je me retrouve avec des amplitudes ici de mon polynôme qui se différencient, mais bien remarquablement des valeurs de ma courbe. Voilà. En fait, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que c'est pas parce que j'ai augmenté le nombre de points d'interpolation que je vais faire une très bonne approximation de ma courbe. D'accord? Donc, ça veut dire que plus j'augmente le nombre de points d'interpolation, et plus mon polynôme, sur les extrémités de l'intervalle, va s'écarter de la courbe. Donc, ça veut dire que sur les points intérieurs, je vais avoir effectivement une erreur qui va être très, très petite, mais sur les points qui se rapprochent des extrémités, je vais avoir des erreurs qui sont énormes. OK? C'est clair? Vous avez des questions là-dessus? Pas vraiment, monsieur. OK. Alors, si vous n'avez pas de questions là-dessus, on va continuer. Donc, effet de Runge, lorsque j'interpole, donc quand j'interpole une fonction, il faut faire attention que plus je vais chercher à l'interpoler, c'est-à-dire plus je vais chercher à avoir de points d'interpolation, plus je vais observer ce qu'on appelle des décollements au niveau des extrémités de mon intervalle. Voilà, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'on peut retenir de cet effet-là. Alors, vous pouvez très bien faire un rapprochement avec le théorème qu'on a vu tout à l'heure par rapport à celui du calcul de l'erreur. Vous voyez bien que si vous avez un certain nombre de points d'interpolation et que vous calculez
et que vous appliquez le calcul d'erreur du théorème, vous devriez normalement aussi pouvoir observer l'effet de rouge, d'accord, sur des points qui sont des points aux extrémités de l'intervalle. Voilà. OK. Alors, si on regarde, pour boucler ce chapitre-là sur l'interpolation polynomiale, avant d'aborder le chapitre 5, on va encore parler d'une chose qui n'est pas une interpolation polynomiale au sens où on l'a vu jusqu'à présent, mais qui est plus, on va dire, une interpolation polynomiale localisée. Et c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais je voulais quand même faire un petit rappel là-dessus, qui est en fin de compte l'interpolation polynomiale, polynôme de Taylor, c'est-à-dire que on va chercher donc à approximer cette fois-ci une fonction par un polynôme de Taylor, mais autour d'un point, d'accord? Donc ça reste une interpolation polynomiale puisque le polynôme de Taylor, comme son nom l'indique, est un polynôme, mais ça reste une approximation qui est localisée, c'est-à-dire au voisinage d'un point. Voilà. Donc je voulais tout simplement faire mentionner aussi cette interpolation polynomiale localisée et voir un petit peu comment on peut aussi exploiter le théorème qui nous permet d'estimer l'erreur que l'on commet lorsqu'on approxime une fonction par le polynôme de Taylor. Voilà, de degré n. Alors, pour illustrer un peu cette dernière forme d'interpolation polynomiale, je vous ai mis dans le cours l'exemple du cosinus de x que l'on développe autour de, bien entendu, vous l'avez tous bien compris, que l'on va développer autour de 0. Cosinus x autour de 0, on peut donc lui associer son polynôme de Taylor sous forme d'une série, puisque je vais avoir à faire ici à une somme, qui va donc être égale à 1 moins x au carré sur 2 factoriel, plus x4 sur 4 factoriel, etc., jusqu'à donc l'infini. Et on va donc s'intéresser un peu à la représentation de ce cosinus x que je vous ai mis ici dans le cours sous la forme là, de la courbe bleue sur l'intervalle moins pi à pi. Donc vous avez ici le cosinus x, voilà, et l'approximation de ce cosinus x au voisinage de 0, tout simplement par un polynôme de degré 0, donc 1, un polynôme de degré 2, donc ça veut dire 1 moins x au carré sur 2 factoriel, donc en fin de compte c'est la courbe rouge que vous avez ici. Et enfin, l'approximation de cosinus x avec un polynôme de degré 4, toujours une approximation locale, qui est ici 1 moins x au carré divisé par 2 factoriel, plus x à la puissance 4 divisé par 4 factoriel, et qui est donc représenté ici par cette courbe grise qui, comme vous pouvez le constater, voilà, cette courbe grise que vous pouvez voir ici, ben, c'est une courbe qui se rapproche plus de la courbe bleue, tandis que la courbe rouge s'en éloigne, et bien sûr la courbe noire que vous avez là, qui elle n'est rien d'autre qu'une constante, et qui n'approxime en fin de compte ici le cosinus x, elle ne l'approxime qu'en un seul et unique point, c'est-à-dire au point 0.
Et dès qu'on s'éloigne, au fait, de ce point 0, ben, on a nos approximations qui deviennent, bien sûr, de moins en moins précises. Voilà. Monsieur, Oui, dans ce cas-là, quand on va approximer une fonction par un développement limité, dans ce cas-là, oui, donc si on met plus d'itérations, encore une fois, cette fois-ci, si on met plus d'itérations, on aura une meilleure précision. Si on en met moins, on aura une meilleure complicité. attention à ce que, juste le vocabulaire que vous employez. Vous voulez dire que si je fais une approximation avec des polynômes de degrés de plus en plus élevés, Ouais. effectivement, ça veut dire que plus le degré du polynôme est élevé, et plus, lorsque je vais m'écarter du point sur lequel je fais mon interpolation ou mon approximation, ben je vais rester proche de ma courbe. C'est ça ce que je disais, monsieur. Et, Voilà. et là, encore une fois, dans ce cas-là, encore une fois, c'est trouver la dose, en fait, trouver l'équilibre. Exactement, c'est de se dire par rapport à votre application, jusqu'où je peux m'éloigner et je peux garder mon polynôme. Si en m'éloignant trop, je m'écarte trop de ma vraie courbe, ben dans ce cas-là, il faut que j'augmente d'un cran sur mon polynôme. Ouais. Et le temps d'exécution aussi, il sera intéressant. Effectivement, ça va impacter après le temps d'exécution. Voilà. Après, il faut trouver la bonne. C'est une jauge. Il faut la positionner correctement. Ok. Voilà un petit peu comment je voulais un peu qu'on boucle ce chapitre-là, sachant que on n'a pas bouclé complètement les exercices. Il en reste encore un ou deux que l'on verra bien sûr pour terminer ce chapitre-là. Et on commencera bien sûr le chapitre sur l'intégration numérique qu'on poursuivra la semaine prochaine, si on n'a pas terminé aujourd'hui, et pour enfin attaquer le plus gros des chapitres, celui qui va nous occuper pendant un bon bout de temps, et auquel, bien sûr, je tiens beaucoup. Bon, là, je vois plus, il n'est plus là parce que j'ai enlevé les titres, mais qui est celui de la résolution d'équations différentielles à l'aide de méthodes numériques. Voilà. Donc, on fait un petit break. Bonjour, vous avez quoi? Non, je suis l'assistant de M. Welby. Ah oui, très bien. L'assistant de M. Welby. Oui. Walid Baniel. Ok. Le dernier du café. C'est très gentil, merci beaucoup. Ok. Monsieur, c'est moi qui vous ai envoyé un mail tout à l'heure. Je dois y aller. Ok, pas de problème. Donc, vous rattraperez la suite du cours? Ouais, pas de souci. Bon courage. Au revoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok, alors, on fait un petit break, mais avant, est-ce que vous avez des questions? Vous m'avez l'air un petit peu absent. Monsieur, j'ai une question, moi. Oui, je vous écoute. Ça concerne la partie codage sur MATLAB. Oui, Sur le codage des fonctions interpol Lagrange et Lagrange, il y a length qui intervient. oui, oui. Et ça, je crois que c'est une fonction définie aussi et je la retrouve pas. Alors, non, ça, c'est une fonction qui fait partie des librairies de MATLAB. Ah oui, Et qu'est-ce je crois que ça fonctionne pas, moi. Ah bon, pas possible. C'est que vous l'avez mal écrite. Et qu'est-ce qu'elle signifie? C'est que vous l'avez mal, pardon, pas écrite, c'est que vous l'appelez pas correctement. Donc, là, par exemple, j'ai, vous voyez, mon vecteur X qui est là, que j'ai défini tout à l'heure pour pouvoir construire mes abscisses. D'accord? Il contient combien d'éléments, ce vecteur, quand vous regardez là mon écran? Beaucoup. 21 colonnes? Je vois pas 21, bien. voilà, c'est tout simplement 21 colonnes. Celui que j'avais défini quand j'avais pris n égale à 5,
Après, j'avais défini mon grand X. Voilà. Lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire que LEN, GTH, le grand X, length, LEN, GTH de grand X, quand je regarde, c'est 6. Ça me donne le nombre d'éléments du vecteur. Oui. Non, mais j'ai bien compris ce que c'était, mais ça fonctionne pas sur mon code, c'est tout. Est-ce qu'on peut faire un partage d'écran? Si vous voulez. Bah, allez-y. Comment faire Donc, il faudrait que j'arrête le mien. Je sais pas. Oui. Ok. Donc, moi, j'arrête le mien, sinon, vous ne pouvez pas me montrer le vôtre. Alors, tac. Vous voyez? Ouais, je le vois bien. Alors du coup, j'ai fait le X ici, Ouais, le Y, et puis derrière, j'ai hold on dans l'ancien le ouais, l'ancien très bien. Ouais. Coco, puis je fais ça, ça marche pas. Donc, Alors, ouais, mais un collègue dimension multiplication check de. Mais c'est pas le problème de length, ça. Ça, c'est un après, le problème de length, il est intervenu juste avant quand j'ai voulu lancer le truc sans argument, donc je me suis Ah dit, oui, c'est non, peut-être ça ça, c'est quoi. normal. Voilà. Et après, vous avez un autre souci, c'est dans la fonction Lagrange. Montrez-moi la fonction Lagrange. Voilà. Et donc, dans la fonction Lagrange, il vous manque, à côté du multiplié, il faut mettre un point. Ah d'accord, c'est peut-être ça. Voilà. Là-bas aussi. Voilà. Et il faut, et ensuite, faut aussi mettre. Dans l'interpole Lagrange aussi, du coup. Non, pas un dépôt Lagrange, il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme moi, je l'ai fait aussi sur ma fonction, mais ça, j'avais pris le temps de vous le montrer. Quand je regarde, je vous avais expliqué le principe du point. Oui, bien sûr, c'est pour empêcher les calculs matriciels. Exactement, c'est pour Ah, le empêcher. produit scalaire. Pardon. Voilà, exactement. Et normalement, maintenant, ça devrait marcher. Alors, je vais essayer. Ok, ça marche. Voilà, Merci. de rien. Je vous rends le lead. Vous me rendez le lead, merci. Est-ce que quelqu'un a des questions avant de faire un petit break? Je fais un petit break café parce que je suis dans une salle où c'est glacial. Mais du coup, cet effet de range est dû à une imperfection de la formule, où c'est un fait réel observable dans certains cas. C'est un fait observable dans tous les cas. Ça veut dire qu'au fait, l'interpolation polynomiale n'est pas l'interpolation la plus parfaite pour approximer une fonction. D'où l'idée d'avoir imaginé d'autres interpolations. D'accord? Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, on fait ressortir les imperfections de cette interpolation. Et que donc, tant que je suis à l'intérieur de mon intervalle, ben, je peux bien m'en servir, mais dès que je commence à aller sur les extrémités, je ne peux plus trop me servir de cette interpolation-là parce qu'elle s'éloigne trop. OK. Bon, je fais un petit break et puis on reprend.